Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est Broadcast Time comme tous les mercredis sur Watch TV, 20h, 20h30, toute l'actu des nouveaux médias, de la production audio, vidéo, du broadcast, des web TV avec mes camarades comme d'habitude, Stéphane Faudeux, Fabrice Arad. Je vais d'abord dire bonjour à Stéphane, salut. Salut. Comment vas-tu ? Ça va. J'adore ce ça va qui en dit. Non, on s'est parlé très tôt ce matin, c'est pour ça. D'accord, t'es déchiré en clair. Fabrice, mieux ? Ouais, nous on s'est parlé hier soir. C'est ça. Vers 2h du matin, tout va bien. Soyez les bienvenus pour ce 27e numéro de Broadcast Time saison 2. Aujourd'hui, sujet, alors dilemme même pour beaucoup d'entre vous. Stéphane, la question, on peut la résumer en une équation à deux inconnus. Alors, x2 plus y2 égale, faut-il équiper un appareil photo DSLR capable d'enregistrer de la vidéo HD, ou alors faut-il s'équiper d'une petite caméra, caméscope HD ou 4K ? Grande question évidemment que vous vous posez depuis cette révolution initiée par le 5D Mark II. Maintenant, il y a toute une série de marques et de réflexes qui permettent de faire de la vidéo. Alors, Fabrice, allez, juste en guise d'apéritif, tu as une petite idée sur la question ? Moi, j'ai une idée pour moi en tout cas. Moi, je suis plutôt caméra. Ah bon, on va essayer de te convaincre alors, et on va vous montrer les différentes solutions, ce qui existe, et vous aider peut-être à faire votre choix à l'approche de ces vacances d'été, qui seront peut-être des vacances de travail pour vous. On va commencer un peu par quelques news d'abord, les amis. Alors, on va évidemment parler de Canon tout à l'heure. Une petite info qui concerne le 5D, mais alors le tout premier 5D, c'est-à-dire celui qui a précédé le Mark II. Ben, il arrive en fin de vie. Il va bientôt être déclaré obsolète. Et il se trouve que apparemment, sur ces appareils qui ont donc quand même quelques années maintenant, il y a un risque de détachement du miroir principal, une question de colle, enfin voilà, à l'intérieur du boîtier. C'est un défaut qui apparemment arrive relativement souvent. Et puisque le boîtier sera déclaré obsolète à partir du 30 septembre 2015, bah vous aurez beaucoup de mal à le faire réparer. Donc si vous avez un petit souci sur votre 5D, faites-le avant, parce qu'après ça va devenir très 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 compliqué. Autre sujet, et ça on en avait déjà parlé, Fabrice, Skype Translator, tu te souviens de ce service de traduction en temps réel ? Oui, pour qu'on ait l'interlocuteur qu'on comprenne directement la bonne langue. On choisit interlocuteur et anglais, et vous avez une traduction automatique qui est faite pour que la personne parle français. Voilà. Bien. C'est un service assez étonnant, puisque effectivement il permet de traduire en temps réel la conversation entre deux personnes qui sont en ligne sur Skype. Alors la nouveauté du jour, parce que ça a quelques heures, c'est que Skype Translator, enfin en tout cas la version preview, est disponible maintenant sans avoir à s'inscrire, à demander un accès particulier. Il suffit de le télécharger sur le Windows Store. Alors il faut avoir Windows 8.1 ou la preview de Windows 10 qui sortira cet été. La traduction audio en temps réel marche dans 4 langues. Alors, le français n'est pas concerné malheureusement. Il y a l'anglais, l'espagnol, l'italien et le mandarin. Et puis si vous faites du chat texte sur le côté, alors là il y a une 50aine de langues qui sont déjà opérationnelles. Voilà, ça peut servir. Ne serait-ce que pour discuter avec vos correspondants du bout du monde. Voilà, petite info. Est-ce qu'il y a le glingon dedans ? Rappelle-nous dans quel système solaire on parle. C'est Spock et Enterprise. C'est ça, dans le système solaire des fans. Voilà, on en parlera sans doute à la fin de l'année du glingon, parce que ce sera d'actualité avec la sortie de l'épisode 7. Fabrice, le TriCaster. Oui. Le TriCaster et les PTZ en français. Les caméras pan, tilt, zoom, c'est-à-dire qu'on peut piloter à la fois sa positionnement, je vise à droite ou à gauche. Le tilt, je dis pas de bêtises, c'est la hauteur. Merci Stéphane. Et le zoom, forcément, vous avez compris, le zoom. TriCaster a intégré beaucoup de ces fonctions au fur et à mesure dans la nouvelle version. Et là, ça y est, maintenant, on peut même. Ils ont eu le temps de faire des tas de petits
webinars, de séances de formation. Donc on peut tout apprendre de TriCaster sur internet pour savoir tout faire. Hein. D'abord savoir comment monter un beau plateau, parce qu'ils expliquent comment se servir de TriCaster, ce qui n'est pas toujours si simple que ça. Les informaticiens sont très à l'aise, les autres un peu moins. Et là, ils ont intégré le chapitre des caméras robotiques. Voilà, puisqu'effectivement, il y a une fonction de pilotage qui est intégrée au TriCaster. Voilà, c'est juste pour vous attirer vers ces vidéos qui sont sur le site de NewTech. Alors, des vidéos qui sont en anglais. Il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de sous-titres, mais elles permettent de sans doute davantage maîtriser certains aspects assez particuliers du TriCaster. Et c'est vrai que la question du pilotage des caméras, c'est assez pratique de l'avoir intégré dans le mélangeur. Alors finalement. ça arrive de plus en plus, parce qu'on sait que l'Anycast Touch de chez Sony permet également de piloter depuis l'interface tactile le placement de la caméra et autres. Donc ça devient une nécessité pour ces systèmes tout en un, de pas avoir trop d'appareils, et on va en parler pour d'autres situations, trop d'accessoires, parce que c'est bien beau de dire on peut tout faire, mais si on doit rajouter ou lâcher l'appareil dans lequel vous faites votre réalisation pour piloter une caméra, faire toutes les fonctions, c'est pas toujours le plus pratique. On reparlera de ces PTZ, c'est un sujet qu'on suit de manière permanente dans Broadcast Time, d'abord parce qu'il nous intéresse nous sur Watch, et puis ça bouge beaucoup, et on a toujours en tête cette émission spéciale avec... Surtout qu'il y a une évolution, maintenant il y a le tracking, le visual tracking, si vous tournez, vous bougez votre image, la caméra va suivre, donc ça arrive, ça marche plutôt bien. Bon, on en reparlera. Autre actu, si vous êtes dans le monde de la création graphique, ça concerne évidemment aussi la vidéo. Les applis, les premières applis d'Adobe sur l'Apple Watch arrivent. Alors il y a trois premières applis. D'abord, il y a Behance. Behance, c'est ce réseau social qui est dédié aux graphistes, qui vous permet d'avoir un book en ligne et qui permet de mettre en relation aussi les créatifs avec les clients, les agences, etc. Il y a une appli qui est très 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 pratique qui s'appelle Color. Alors ça, c'est assez génial parce que avec votre smartphone, vous prenez en photo ce qui est devant vous, et le soft vient récupérer les couleurs fondamentales qui vous entourent, et ça vous permet de créer comme ça un nuancier très rapidement qui est dans la tonalité du monde qui vous entoure. C'est assez étonnant. Et puis l'app Creative Cloud sur l'Apple Watch, dont on voit là les captures d'écran, là, ça vous permet de créer votre compte et de le gérer sur la montre. Voilà les trois premières applis d'Adobe sur l'Apple Watch. Il y a un anniversaire qu'on a raté, les amis. Alors c'est pas très grave, c'était le 23 avril dernier. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a exactement 10 ans, Stéphane? Le 23 avril. Je crois que tu étais dans l'avion, donc... Oui. C'était pas mon anniversaire de mariage, j'ai pas fait une boulette, non, je sais pas. Fabrice? Je vais pas dire, j'ai lu le menu. J'attends que tu donnes la réponse. D'accord, tu peux tricher, vas-y. Non, je donne pas. Vas-y. Vas-y. T'as la fiche. Bon, d'accord. Le 23 avril 2005, c'était la mise en ligne de la toute première vidéo sur YouTube. Alors, on va la regarder parce que c'est quand même un morceau d'histoire, regardez. Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long fronts, and that's cool. Voilà, alors... And that's pretty much all there is to say. Voilà, 18 secondes, on était au zoo de San Diego, et le jeune homme que vous avez aperçu, c'est Jawed Karim, c'est l'un des cofondateurs de YouTube. Oui. Voilà, que j'ai déjà rencontré. Que tu as déjà rencontré, Stéphane? Ouais. Il a changé depuis? Il a un peu changé. Moi, c'était il y a 5 ans, parce qu'il était venu faire une présentation qui était assez intéressante sur l'utilisation. On commençait à parler déjà de big data à l'époque, et il y a une masse telle de vidéos en fait sur YouTube que ils s'en servent aussi sur, je dirais, une approche d'analyse des données, de savoir que il y a tant de vidéos sur les voitures dans tel pays, ou qu'il y a tant de vidéos sur les petits enfants, etc. Et il avait
Comment ça, tant de vidéos sur les petits-enfants? Les petits-enfants, quand tu filmes ton bébé ou quand tu filmes... Ah bon? Les vidéos familiales. Qui font ci, qui font ça. Et donc, ils en font... C'est pas juste un collecteur de vidéos, ils analysent les vidéos. Statistiques. Ils en font ils en extraient des données et c'était assez passionnant quoi, pour en délivrer même des schémas mathématiques, des algorithmes. C'était passionnant. Voilà, 10 ans seulement à YouTube, on a l'impression que c'est là depuis toujours, mais ça ne fait que 10 ans. La vidéo la plus vue, c'est toujours Gangnam Style. Je crois qu'on est à plus de 2 milliards maintenant, et la chaîne la plus populaire, elle s'appelle PewDiePie, 35 millions et demi d'abonnés. Voilà. T'as fait rêver pour ça. Un tout petit peu moins que Watch, mais on est sur la bonne trajectoire. Il y a que ça qui compte, on va dire. Et puis la dernière info, elle concerne quelqu'un que tu as peut-être déjà aussi rencontré, Randy Ubios. Apple, ça te dit quelque chose, non. Stéphane? On va dire que c'est le papa de Final Cut chez Apple, et il vient de partir après 20 ans de bons et loyaux services. Oui, ex-Macromedia alors, si c'est le papa. Je suis... de qui est le papa alors? Ça y est, tu me colles maintenant. Ça y est. Parce qu'il y a peut-être plusieurs papas. Chez Apple, ils sont assez ouverts d'esprit, donc je pense qu'il y a plusieurs papas. Peut-être plusieurs mamans aussi. Mais... Bon, en tout cas, il est parti. Voilà. Salut Randy, si tu nous regardes. Il fera toujours de la vidéo. On te fait une bise. Voilà. D'après les rumeurs, il part aussi pour faire de la vidéo. Ah bon? Ah, t'as des infos que j'ai pas alors. À suivre. Ouais, ok. Allez, on se retrouve dans un instant pour le dossier de la semaine dans Broadcast Time. Réflexe ou caméra, telle est la question. À tout de suite. Voilà, l'EOS 5D Mark II de Canon, il y a 5-6 ans maintenant, hein. T'en passes vite, hein. Ou moins. Oui, facile. Au moins. Oui. Ouais, c'est ça à peu près. 6 ans, ouais. 2010 peut-être à peu près. Voilà, a complètement révolutionné l'approche de la vidéo, puisque depuis l'arrivée de ce boîtier, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire de très très belles images avec un appareil photo. On peut plus dire ça maintenant, hein. C'est plus des appareils photo, Stéphane. Déjà, dans la définition du mot, c'est plus des appareils photo. Un 5D, Mark II, Mark III, ça reste un appareil photo. On lui a ajouté des fonctionnalités d'enregistrement vidéo et surtout de Full HD, parce que les petits appareils faisaient déjà de la vidéo très compressée. Ça fait un moment que les appareils sont capables de le faire. Ce qui a séduit, essentiellement, je pense à l'origine, c'est le travail sur la mise au point. C'est-à-dire de choisir sur l'optique, voilà, d'avoir soit un photographe qui se mettait à la vidéo, soit des vidéastes ou des cinéastes. C'est beaucoup passé aussi par le cinéma et par les directeurs de la photographie qui n'étaient pas toujours satisfaits du résultat d'une image vidéo avec des petits capteurs et donc une profondeur de champ qu'ils ne pouvaient pas forcément maîtriser, si ce n'est avec aussi déjà des systèmes un peu bricole-tout. Tu pouvais rajouter des compléments optiques, etc., pour avoir une faible profondeur de champ ou se mettre très très loin. Enfin bon, l'appareil photo a permis ça. Cette image avec une faible profondeur de champ, je crois qu'on en a beaucoup usé, beaucoup abusé aussi ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'émissions télé qui ont été faites comme ça. Il y a eu un look. Parce que l'image avait une nouvelle identité finalement. Oui, il y a une texture. On peut parler de texture aussi sur ces images, avec très définies, en flou, en arrière-plan. Ensuite, souvent déjà la possibilité en post-prod de retravailler dessus et de reflouter encore plus les premiers plans. C'est intéressant. Il faut pas renier cette utilisation, mais à l'image du titre de l'émission, je pense que c'est pas bon pour tous les usages. Ouais. Et on a voulu le généraliser, c'est-à-dire qu'on a voulu, avec un appareil photo, que ce soit des réflexes, que ce soit des plus petits, des compacts, vouloir tout faire, de la vidéo et de la photo. Je pense que certains professionnels sont en train d'en revenir, parce qu'ils ont investi et parce que on peut pas tout faire. Et puis c'est devenu automatique, c'est-à-dire que dans certains tournages, c'est obligatoire, vous devez avoir ça. Et c'est
pas forcément la meilleure idée. On est d'accord en tout cas là-dessus. Ça dépend d'abord de ce qu'on a à faire. De ce qu'on a à faire, parce qu'il y a quand même on le voit avec les images qu'on a dessous. Alors, pour obtenir certaines images, il va quand même falloir accessoiriser l'appareil photo. C'est plus un appareil photo, c'est un monstre. On en revient à l'appareil photo, quand vous le tenez en main, c'est un petit objet. Essayez de tenir en main plus de 2 minutes sans trembler votre appareil photo, ça devient déjà quasi impossible. Est-ce qu'on peut, pour ceux qui connaissent pas l'enjeu, pourquoi est-ce qu'il faut mettre toute cet attirail autour d'un réflexe quand on veut faire de la vidéo? Parce que faire de la vidéo, c'est question de base. Pourquoi est-ce qu'on tient pas juste son appareil comme ça et on appuie sur Rec? Parce que ça pèse. Parce que déjà sur certains appareils photo, tu ne peux pas. Si tu mets l'œil au viseur et quand tu es en mode vidéo, tu n'as plus l'image dans le viseur. Tu ne peux pas avoir la visée réflexe. Donc l'image s'affiche sur l'écran LCD à l'arrière. Donc déjà tu dois éloigner l'appareil photo de toi, et si tu regardes comme ça ton viseur, t'as plus forcément non plus la vision de la personne que tu filmes. Ça c'est un point. Donc on a rajouté des systèmes de loupe, c'est-à-dire de rajouter un système sur lequel tu vas coller l'œil pour voir ton écran. Et après la deuxième problématique, c'est que les appareils photo n'ont pas de mise au point automatique. Donc tu dois faire une mise au point manuelle. Et comme tu es sur une faible profondeur de champ, il suffit que tu bouges de 5 mm ou d'1 cm ton point, tu as perdu ton point. Donc on a mis des aides à la mise au point, ce qu'on appelle les follow focus. Voilà, c'est la petite bague. Les bagues qui sont là, donc qui peuvent être soit motorisées, soit manuelles. Et puis après, pareil, quand tu as ça, tu dois avoir un système de support. Donc soit sur une crosse d'épaule, soit sur un steadicam, soit sur la poitrine. Et puis ensuite, qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui préfèrent rajouter un moniteur extérieur plutôt que de la viser sur l'écran. Il y a le problème du son. Les appareils photo sont dotés juste d'une prise mini jack. Et certains n'ont pas le contrôle du niveau sonore, du casque. Et il leur rajoute une couche. Mais de toute façon, des couches, tu peux en mettre énormément. Tu deviens Robocop à la fin pour avoir un appareil qui normalement te permet de faire un cadrage assez rapide, assez proche. Et là, tu ne peux plus. C'est-à-dire que moi, je peux avoir vu, et je travaille régulièrement avec des gens qui tournent en appareil photo. Il y a des moments, je suis admiratif, parce que c'est pas le plus simple. Et tu le disais, sur l'un des vrais problèmes, c'est la mise au point. C'est réussir à caler sa mise au point, c'est déjà pas toujours simple. Mais là, suivre la mise au point sur certains événements documentaires, je veux bien comprendre qu'on peut se poser, on va avoir du temps d'installation. Sur certains tournages, on va avoir du temps de répétition, donc on sait ce qu'on va obtenir. Sur certains événements, moi je dis, c'est pas fiable. Parce que si vous prenez un concert, faire une captation au concert, vous allez vraiment avoir la main, vous allez avoir le poignet, il va fatiguer à force de faire comme ça toutes les 2 secondes. Oui, je te coupe, et juste un point qui j'ai pas mentionné, c'est aussi, pour certaines utilisations, notamment sur un concert ou un programme long, on ne peut pas utiliser l'enregistrement interne de l'appareil photo, parce que le but c'est aussi si possible d'enregistrer en RAW, donc sur un format le plus faiblement compressé, et donc il faut rajouter un enregistreur externe. Donc on est sur alors c'est vrai que les fabricants d'accessoires sont gavés. Quand tu vois le prix des accessoires, où tu achètes une petite tige métallique où il t'en faut 2 avec un support pour mettre devant, le pare-soleil, la tige doit coûter 50 €. Si tu veux, si on prend l'exemple simple, un appareil photo, c'est quoi aujourd'hui le prix d'un ticket d'entrée? C'est 2005. Oui, c'est 2000, 2005, 2500 un bel appareil photo. L'accessoirisation, c'est on va doubler l'appareil. C'est aussi simple. À l'aise. C'est le minimum. C'est-à-dire que on le voit. On parle même pas du caillou, parce que là, après, suivant le caillou que vous allez mettre, on n'en parle même plus, mais ça, à la limite, ça se comprend. Mais l'accessoirisation, c'est le minimum, c'est le double du prix de l'appareil d'entrée. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, on trouve quand même une gamme de prix. On le voit, là, il y a l'écran, qui n'est pas négligeable. On peut pas dire juste, je vais tourner pour pas cher, parce qu'il y a beaucoup, c'était ça au départ. Faut oublier que pour d'autres tournages, c'était, ça va être moins cher, c'est un appareil photo. Tout le monde en a un. C'est-à-dire que c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir le 5D Mark II, les gros, certains tournent aussi. Donc tout le monde s'est dit, c'est pas très cher, on peut y aller. Oui, sauf que si on veut que ça fasse bien, le budget n'est vraiment plus le même. Alors il y a quand même des choses qu'on peut faire avec un réflexe, un réflexe, c'est quand même un volume assez réduit. Donc on a vu ce qu'on appelle les rigs, donc ces structures qu'on va poser sur l'épaule. Il y a des systèmes aussi qui sont plus ou moins stabilisés. Par exemple, là on a le Ronin de chez DJI, donc qui est aussi connu pour ses drones.
voilà, typiquement, les réflexes qui font de la vidéo ont permis de créer de nouveaux usages quelque part et de. On peut pas leur enlever ça, c'est que de pouvoir tourner avec des appareils photo, ça a obligé à repenser la façon dont on allait tourner. C'est-à-dire que ça a permis aussi toute une arrivée d'accessoires ou de façons de faire qui fait que on a amélioré d'abord tout ce système de grue, de dispositifs pour faire de la fluidité qu'on n'avait pas forcément autant à ce point-là. On peut pas leur enlever ça. Après, ouais, mais la concurrence est rude. C'est-à-dire que si l'appareil photo peut avoir effectivement des usages assez intéressants en fiction ou en documentaire, comme tu le disais Fabrice, là on peut prendre un peu de temps. Les fabricants de caméras de cinéma se sont pas reposés sur leur laurier, c'est-à-dire que les Alexa Mini, les Red ou des caméras même plus compactes, FS7 chez Sony, Panasonic a pris un peu le contre-pied avec des modèles plus importants pour le cinéma sur le 4K Ultra HD, mais on voit aussi une compacité ou la nouvelle série de produits chez Blackmagic, on voit des caméras qui sont de plus en plus petites. Et d'ailleurs, Blackmagic, avec ses nouvelles caméras, que ce soit la Mini ou que ce soit la version Ursa Mini, quand ils commencent leur discours, ce qu'ils ont fait, c'était quoi ? C'était de montrer justement une slide où on voyait une caméra, leur caméra précédente, qui était la caméra cinéma, qu'ils appelaient la cinéma à la Blackmagic, avec le gros écran, qui était tellement accessoirisé que ça n'avait plus de sens. Donc ils ont dit, effectivement, c'est une erreur. Donc, on propose une nouvelle caméra qui est l'Ursa, avec vous avez tout dessus, vous avez tout dedans. Alors là, c'est la Studio Mini qu'on voit. L'Ursa Mini, voilà. Ouais. Donc l'Ursa Mini, il propose avec une optique, un viseur. Alors je crois que le viseur est optionnel par contre, mais qui n'était absolument pas possible sur le modèle au-dessus, qui aujourd'hui est disponible aussi. Enfin, entre l'Ursa et l'Ursa Mini, il y a plein de possibilités aussi en termes de capteurs. Mais ils sont revenus sur des choses qui ressemblent à des caméras. Ce qu'il faut, c'est toujours la même chose. On a une palette d'outils qui est phénoménale, et il y en a même trop. Enfin, on s'était amusé à compter le nombre de caméras 4K. Je crois qu'on doit arriver maintenant à la cinquantaine, quoi. Donc, il y a chez tous les constructeurs, même peut-être plus avec les options. Mais c'est difficile de faire du reportage avec un appareil photo. Ouais. Nous, on le fait. C'est ça. Ouais. On fait du reportage sur nos différents médias. Et quand on doit sortir de son sac l'appareil, l'optique, le système, le pied, le viseur, et puis on se dit, en fait, là, vous partez, vous prenez votre matériel avec vous dans l'avion, vous dites non, ça va être trop lourd, donc je le mets pas cette fois-ci. Et puis bien sûr ça vous a manqué parce que vous en auriez eu besoin, plus les micros, donc globalement pour ce qu'on fait, pour du reportage et pour certains usages, pour du docu, pour du film corporate, pour certains types de documentaires, pareil, il faut aller très vite. C'est pas idéal. L'appareil photo n'est pas simple. Ouais. Il faut avoir le temps avec un réflexe. Il faut avoir le temps. Alors c'est sûr que si vous cherchez toujours le travail sur la profondeur de champ, il faut rester. Alors ça dépend, parce qu'il y a aujourd'hui maintenant des caméras qui permettent de changer l'optique, et on va pouvoir travailler maintenant réellement sur la profondeur de champ, parce qu'on peut caler de l'optique photo sur cette caméra. Mais c'est lié au grand capteur. La profondeur de champ, elle est quand même liée au capteur. Elle est pas... si je prends la JVC, la 300, la L300, va nous permettre de rentrer dans cette gamme-là, dans des gammes de prix où, avec un DSLR tout équipé, on va se retrouver dans les 5-6 000 euros. Pareil, avec des équipements qui vont être... donc aujourd'hui, je pense qu'on va assister à une harmonisation des fonctionnalités. Alors, je parle attention, pas forcément des tarifs, mais des fonctionnalités. Tu cites des prix, je veux dire, si on prend un GH4 et qu'on l'accessoirise, tu voulais qu'on dise un mot de cet oui, parce qu'au bout d'un moment... le son est aussi un problème, du coup. Parce que si on fait juste un tournage simple et qu'on veut juste avoir 2 micros, à un moment ou à un autre, c'est pas avec la prise mini jack d'un appareil photo qu'on va y arriver. Donc il y a des marques qui ont des produits. Si on prend Beachtech, il y a un produit qui permet de brancher les 2 entrées XLR qu'on va récupérer des caméras nativement pour la plupart du temps. Donc on en revient à rajouter encore une couche d'accessoires. Mais je vous rappelle, dans certains cas de tournage, ça devient compliqué de tourner en appareil photo. Question, est-ce que c'est pas juste une question d'habitude ? Est-ce que ceux qui tournent en réflexe depuis maintenant 5-6 ans vont pas aussi vite que ceux qui ont toujours tourné avec une caméra? Moi, si je prends un réflexe, évidemment, j'ai besoin de plus de temps parce que j'ai moins l'habitude. Est-ce que c'est pas juste ça?
On pourra faire venir des photographes qui utilisent, qui vont te dire, tu auras les 2 sons de cloche. Tu as ceux qui sont très à l'aise, mais qui ont un équipement qui a été fait, ils ont cherché le bon équipement. Ils ont pris le temps de trouver l'accessorisation qui leur convient. Parce que d'abord, tous les accessoires ne conviennent pas à tout le monde. Certains préfèrent tourner avec le rig en volant, d'autres avec les polières. Il y a un nombre, quand tu reviens du NAB, Stéphane, il y a un nombre de fabricants de rigs pour réflexe, c'est démentiel. On a montré deux marques, mais il y en a. Il y en a plein. Puis il y a toutes les allées où c'est les fabricants chinois qui proposent les produits à peu près avec les mêmes fonctionnalités à quelques dizaines de mètres des grandes marques. Non, mais je pense qu'il faut effectivement, c'est aussi une sensibilité par rapport à l'image. Mais tu vois pas un réflexe à la sortie de l'Élysée pour filmer une actu chaude. Ouais, c'est pas possible. Alors, maintenant, voilà, le choix. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant il y a un choix qui devient vraiment intéressant avec les nouvelles générations de caméras 4K. Et justement, cette XC10 de Canon, je crois que tu viens de la tester. On vient de la tester. On a eu la chance de la voir vraiment en priorité, on va dire, en avant-première. Pour MediaQuest. Pour MediaQuest. On l'a eu pendant 3-4 jours. Et moi, je trouve que c'est un très très bon compromis. Parce que c'est une caméra alors elle est très légère, elle est très compacte. Et elle ressemble, quand on met d'ailleurs la visée optique, la loupe à l'arrière de l'écran, ça ressemble un peu à un Hasselblad, on le voit là. Ça ressemble un peu avec son petit pare-soleil. Sans doute fait exprès d'ailleurs. Je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez pratique. Elle est ergonomique, vous avez une poignée qui fait 90 degrés, l'écran qui fait aussi 90 degrés. Vous pouvez, quand vous utilisez la loupe, vraiment vous travaillez qu'avec le pouce et l'index pour déclencher. Elle a, je dirais, tout le savoir-faire de Canon au niveau de l'image, et notamment le log Canon. Alors après, il faudrait le tester, on n'a pas été jusque-là, de pouvoir l'intégrer avec d'autres images de la série EOS, mais il y a un profil EOS Cinéma, c'est-à-dire les C100, C300, C500, que vraiment les modèles haut de gamme de Canon, et donc voilà, la brochure, la commerciale dit que vous pouvez l'insérer dans votre flux de travail avec des images plus professionnelles. Donc ça peut faire une caméra B sur une seconde caméra sur un tournage. Ça va intéresser, je pense, les vidéastes, les cinéastes, voire des photographes qui voulaient faire de la vidéo. Ça peut être un complément. Alors, c'est sûr que ça leur arrange peut-être un peu du poids dans la valise, mais c'est compact. Il est l'heure. Excusez-moi, j'ai un appel, je suis censé pouvoir le rejeter. Voilà. C'est l'Apple Watch, ça sonne aussi pendant les émissions. Il nous reste une petite minute pour conclure. Si vous deviez faire un choix, est-ce que votre cœur balance ou pas, Stéphane? Pareil que Fabrice, moi, pour les utilisations dont on a besoin, c'est un produit qui soit assez hybride, assez polyvalent, où on fait des photos vraiment pour l'utilisation MediaQuest, on va dire, des photos sur des salons, des photos de produits, des gens interviewés. Il faut quand même aller assez vite. Voilà, il faut aller assez vite. Donc c'est vrai que la nouvelle Canon me semble assez séduisante. Il faudra voir ce que Blackmagic propose. On a des caméras compactes avec une bonne qualité. Après, on a fait récemment, dans un autre cadre, un film d'entreprise où on a eu le temps. Là, on a tout filmé au 5D. On avait un mini travelling, un slider. On a tourné sur une journée pour faire un film de 5 minutes. Voilà, c'était parfait. Chaque usage, chaque outil, et pas de se dire j'ai la caméra qui va tout faire, quoi. Ça, je suis d'accord. Typiquement, je vais même pas rajouter d'autres mots. C'est adapté par rapport au tournage, et on a une priorité quand on a besoin d'aller très vite à une caméra, parce que même pour les cadreurs, on a besoin de zoomer très rapidement, on a besoin de faire le point très rapidement, on a besoin de travailler léger. Et moi j'aurais juste un petit mot si tu permets. N'hésitez pas à tester votre matériel, c'est aller chez les loueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez, il y a plein de loueurs de matériel. Vous louez pour une journée une caméra, que ce soit la XC10, la Sony, la Blackmagic, même un appareil photo. Regardez par rapport à votre usage et ensuite choisissez si vous devez investir. Voilà, et donc je retiens cette conclusion. En fait, il faut les deux. Ça dépend le temps dont on dispose et ce qu'on a à faire. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Fabrice, et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi 20h 20h30 sur Watch pour Broadcast Time. Salut à tous.